Alors bienvenue dans cette deuxième partie de séminaire. Donc nous avons le plaisir d'écouter notre troisième militante et intellectuelle de cette séance pensée féministe décoloniale. Et donc nous avons le plaisir à présent d'écouter Nassera Ghenif Souliamas, dont l'intervention s'intitule « Ombre portée de la colonie et réticence face à une pensée et une pratique décoloniale dans le monde universitaire ». Donc Nassera Ghenif Souliamas, je ne sais pas ce que je te présente. Je vais peut-être juste rappeler que je suis aussi à Paris. Et professeur de sociologie, sociologue et anthropologue. Je ne suis pas professeur de sociologie. Ah, de sciences de l'éducation. Je suis en sciences de l'éducation. Voilà. Je le précise parce que... Donc plusieurs casquettes. Et donc ces recherches nombreuses portent notamment sur les questions de genre, d'ethnicité, d'immigration, sur la déconstruction des stéréotypes raciaux, culturels et sociaux, l'imposition des normes, les assignations identitaires, les discriminations et bien sûr le racisme. Et donc elle a écrit entre autres Des beurettes aux descendantes d'immigrants nord-africains en 2000, Des beurettes aussi publié en 2003 chez Hachette, et Les féministes et le garçon arabe, donc en 2004, ainsi que La République mise à nu par son immigration. Et donc elle nous fait l'honneur de venir dans ce séminaire pour parler donc, des ombres portées par la colonie, de la colonie et réticence face à une pensée, une pratique décoloniale dans le monde universitaire. Et je la remercie grandement de venir parler de ce sujet sensible aussi au sein du monde universitaire. Ô combien. Oui, merci beaucoup Nicolas de ton invitation. Merci d'avoir eu l'idée en fait d'inscrire ça aussi parce que ça m'intéressait, parce que je savais que ça faisait partie en fait d'une série de séminaires qui portaient sur l'anthropologie critique. Et ça n'est pas un vain mot que de réfléchir à ces questions-là à partir d'une perspective qui est celle de l'anthropologie critique, je crois. C'est d'ailleurs un chantier qui a été ouvert il y a très longtemps et qui est loin d'être investi comme il devrait l'être, en tout cas en France, et qui très souvent fait l'objet d'une approche qui reste une approche relativement soit intellectuelle, soit institutionnelle, mais qui n'est jamais abordée à partir de ce qui nous intéresse au premier chef, avec mes deux intervenante aujourd'hui, je crois, c'est-à-dire la question de la situation et de la perspective située à partir de laquelle il y a des productions de savoir, il y a des effets de connaissance qui sont partageables ou pas. Alors, en fait, je voudrais peut-être commencer par, quand Hélène m'a dit que j'interviendrais dans le cadre de ce séminaire, je suis venue à 2 séances, en fait, de son séminaire avec d'autres invités. Alors ça m'intéressait tout particulièrement parce que ça portait sur la Nouvelle-Calédonie et que je commence à entreprendre une recherche là-bas, donc j'ai des choses à apprendre. Et ça me semblait important donc de venir en quelque sorte confronter mon ignorance à des personnes qui ont longuement pratiqué le terrain, mais aussi l'interaction avec cette société calédonienne kanak. Et en fait, ce qui m'a frappé dans les interventions, en dehors de leur contenu, je ne parle pas des éléments qui ont été exposés, mis en discussion, c'était que l'anthropologie critique était essentiellement conçue comme un vecteur de discussion de certains concepts et de certains résultats. Éventuellement, discussion peut-être des contre-coups politiques qui peuvent advenir dans la production de connaissances, mais pas de la position située de celles et ceux qui produisent. Et alors là, j'étais quand même un peu interloquée parce que je pensais que critique, c'était aussi réflexivité, d'une certaine manière, pour ne parler qu'en ces termes, ou alors carrément épistémologie située. Alors j'étais d'autant plus surprise qu'il me semblait que le terrain néo-calédonien se prêtait tout particulièrement à ça, parce que c'est un terrain qui est à la fois racialisé et colonisé. Jusqu'à présent, puisque effectivement la perspective c'est celle du processus de décolonisation qui est en cours actuellement en Nouvelle-Calédonie. Donc moi j'arrivais avec mon expérience ténue de la Nouvelle-Calédonie, où je ne suis allée qu'une seule fois, mais où il m'a semblé d'emblée, de façon extrêmement puissante et massive, que les rapports étaient centralement racialisés et qu'il est impossible de faire abstraction du fait que
l'ensemble des intervenants, des interactions, l'ensemble des relations, qu'on veuille les nouer ou pas d'ailleurs, hein, autrement dit, y compris de façon routinière et parfaitement ordinaire, sont racialisées. Et donc j'étais un peu étonnée qu'il soit possible de produire des connaissances sur la Nouvelle-Calédonie en partant avec plein de guillemets, de la métropole, puisqu'il s'agit bien encore d'un rapport à la métropole, hein, qui opère en Nouvelle-Calédonie, sans à aucun moment s'interroger sur sa position située, racialement, alors en termes de race, de genre, de classe, etc. Alors je peux imaginer d'une certaine manière, la question de la classe a pu être à un moment donné conscientisée, hein, c'est-à-dire éventuellement discutée ou peut-être évoquée, ou en tout cas affectée d'une manière ou d'une autre la production de connaissances, mais j'ai l'impression que pour ce qui est du genre, si ce n'est en tant qu'objet, hein, et en tant qu'objet politisé, elle est très peu abordée, et la question de la race, alors là, est complètement inexistante. Donc c'était pour moi très instructif de pouvoir du coup réfléchir à partir de ça au type de positionnement qui est le mien. Parce qu'il faut bien que effectivement je me situe, mais alors là je me suis doublement, triplement située. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait que je comprenne que, après tout, y compris avec des collègues anthropologues, je ne me situe pas du tout dans le même environnement intellectuel et je ne parviens pas, en quelque sorte, à nouer la discussion là-dessus. Alors, ce qui était intéressant, c'est que j'ai posé des questions explicites aux personnes qui intervenaient, et les réponses que j'ai obtenues étaient soit de l'ordre de l'incompréhension de ma question. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à saisir de quoi je parlais, soit ils ont trop bien saisi et la façon dont la réponse a surgi, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est des questions de personnes, c'est aussi ma manière de poser les questions. Je peux imaginer qu'après tout, j'ai ma part là-dedans, hein, c'est toujours possible, il y a des façons de nouer les interactions, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était soit éludé, soit complètement non perçu. On ne voyait pas de quoi je parlais. Donc ça c'est très intéressant parce que ça me fournit, y compris un éclairage empirique, hein, d'une certaine manière, aux propos que je vais essayer de développer rapidement ici. C'est-à-dire qu'il y a une persistance, il y a une ombre portée de l'ordre colonial, d'une façon coloniale d'aborder les choses, qui persiste dans le monde universitaire, et qui persiste d'autant plus qu'il n'est jamais, cette ombre portée, d'abord, visiblement, elle n'est pas perçue, hein, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, vous voyez, c'est bien là, mais personne ne comprend que c'est éminemment nocif et que ça produit des effets objectifs. Et par ailleurs, je pense qu'il y a aussi, alors là pour le coup, et je ne pense pas beaucoup différer de votre propre analyse, c'est-à-dire une sorte d'ethnocentrisme, hein, qui est à l'œuvre, c'est-à-dire l'illusion entretenue que la France a résolu ces questions-là, sur un mode qui serait d'ailleurs celui de l'antériorité historique. C'est-à-dire que, en fait, c'est assez émouvant d'une certaine manière, parce que ça voudrait dire que le progrès de l'histoire existe, et que qui dit progrès dit qu'il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent être dépassés simplement parce que l'histoire avance. Et donc, comme nous avons avancé dans l'histoire de la France et que la France n'est plus un empire colonial, il y aurait comme une sorte de résolution voilà, intrinsèque ou en tout cas inhérente à ce procès-là et qui conduirait au fait qu'aujourd'hui, la colonie, c'est notre passé et ça n'est pas notre présent. Donc ça n'est jamais adressé. Si ça fait partie de notre passé, ça peut éventuellement faire l'objet d'études d'historiens, soit, pourquoi pas. Ça peut éventuellement faire l'objet, de façon, alors là, avec beaucoup de circonspection et beaucoup de contrôle, comment dire aussi, de prudence, ça peut faire l'objet d'une anthropologie contemporaine, ce qui est le cas de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, parce qu'on ne peut pas ignorer que c'est dans les accords de Nouméa, hein, là c'est explicité. Mais il faut prendre beaucoup de précautions, à ne pas tomber dans des excès, autrement dit, ne pas être aliéné à des formes d'idéologie, pour le dire dans les termes universitaires, hein, parce que c'est quand même le péché auquel il ne faut pas céder, hein, c'est d'être commandé ou conduite à certaines affirmations en raison d'une certaine forme d'infédéation. Vous avez compris, à des opinions ou des orientations politiques.
Donc ça peut éventuellement faire l'objet de discussions, mais ça ne peut pas être conçu comme quelque chose qui, en quelque sorte, imprégnerait complètement l'activité universitaire. Il y a quelque chose de l'ordre d'une logique de la contention qui a fonctionné, soit parce que ça fait partie du passé, soit parce que nous sommes au clair sur les raisons pour lesquelles nous produisons des connaissances sur des sociétés qui sont encore, d'une certaine manière, plus pour très longtemps, avec une sorte d'anachronisme, prises dans des logiques coloniales. Donc la résolution de cette question-là s'est faite avec avec une certaine facilité et avec un grand sens, me semble-t-il, de l'irresponsabilité. Donc, il y a une logique de on s'en lave les mains, c'est du passé, ça n'existe plus, donc je ne vois pas pourquoi, enfin, collectivement, la communauté universitaire n'a pas à traiter de ça. Et alors, parce que je revendique une position située par rapport à ça, j'admets volontiers, j'ai pris conscience au fil de ma formation universitaire du fait que j'étais moi-même complètement aveugle à cette réalité-là. C'est-à-dire que, de façon tout à fait factuelle et historique et juridique, j'ai mis un certain temps à comprendre que j'étais moi-même fille d'indigène, par exemple. Donc j'étais bien fille d'immigrés, tout va bien jusque-là. Fille d'immigrés, ça va, c'est tenable, c'est à peu près entendable, audible et praticable dans l'environnement auquel nous appartenons, n'est-ce pas ? Mais fille d'indigènes, c'est-à-dire d'immigrés qui venaient, alors là pour le coup vraiment, historiquement des colonies, de la colonie Algérie, qui elle-même n'est pas une colonie, puisque c'est depuis très longtemps un département français. C'est quelque chose qui n'était pas formulable. Donc je pense qu'il y a aussi ces effets de recouvrement, d'occultation qui fonctionnent très bien dans le système universitaire et qui font que lorsqu'on commence à faire des études, finalement, l'universalisme abstrait et aveugle aux couleurs et aux différences ne fait pas obligation aux étudiants de dire ce qu'ils sont ou ce qu'elles sont. Sauf qu'il n'est pas question de le dire, il est question de l'éprouver dans le rapport au savoir. Or, même ça n'est pas possible. Il n'y a pas de connexion possible qui puisse être faite. Alors, ça a donné quelque chose d'assez étrange dans ma formation initiale. C'est ce que j'évoquais en parlant avec Alban Bensa, c'est que, puisqu'on a appartenu à la même université, c'est que lorsque les étudiants devaient choisir parmi tous les certificats de maîtrise, à l'époque ça s'appelait comme ça, je ne vous refais pas Donc il y avait différents certificats, et en anthropologie, il y avait un certificat d'anthropologie, d'ethnologie en fait, de l'Afrique noire, et un certificat d'ethnologie de l'Afrique blanche. Et donc, j'appartiens, ou plutôt, j'avais fini par comprendre qu'effectivement, le domaine auquel éventuellement mon histoire pouvait être référée et appartenir, c'était l'ethnologie de l'Afrique blanche. Et j'avoue avoir été particulièrement choquée par cette distinction entre Afrique blanche et Afrique noire. On était quand même à la fin des années 70 dans une France décolonisée. Et donc, par réaction, j'ai choisi l'Afrique noire. J'ai fait un certificat d'ethnologie d'Afrique noire, anthropologie des royaumes, les formes politiques. C'était intéressant parce qu'on commençait quand même à admettre, contrairement à ce qu'on a pu dire récemment, qu'effectivement il y avait bien des formes politiques extrêmement complexes, symbolisées d'organisation des sociétés en Afrique noire. Mais en fait, par une réaction, je n'ai pas voulu étudier ce qui aurait pu être conçu comme ma société, la société dont mes parents venaient. Mais alors ça, c'est pour expliquer les types de survivance, en fait, dont on a du mal à imaginer comment est-ce que ça a pu continuer à persister dans des programmes universitaires à la fin des années 70. Donc ensuite, ça a changé, mais en tout cas, ma génération a connu ça. L'autre aspect qui me semble important de souligner de ce point de vue-là, c'est donc les vicissitudes qu'implique le fait à un moment donné de se situer comme descendante d'indigènes. Autrement dit, ce que je dis ici est quelque chose que je ne peux pas dire partout. Il y a des espaces qui sont... alors c'est intéressant parce qu'on pourrait dire que c'est des espaces safe. Sauf qu'il n'y en a pas vraiment. C'est par opposition à
savez, les espaces dans lesquels vous devez adopter un discours qui est un discours convenu, où vous devez répondre à un certain nombre d'attentes. Donc voilà, moi, en général, je me présente à l'université comme professeur des universités. Je n'ai pas de raison de me présenter autrement que comme ça. Or, en fait, j'ai commencé, et je pense que ça participe d'une sorte d'épistémologie située en acte. C'est-à-dire que de plus en plus, je dis que je suis et professeur des universités et descendante d'indigènes. Non pas mais, parce que ça serait vraiment très fâcheux de le présenter comme ça, et ça irait complètement à l'encontre de ce que je veux faire. Donc je m'efforce de présenter les choses ainsi, de me présenter ainsi, et surtout de recueillir, j'enregistre les réactions. Je ne le fais pas juste par esprit de provocation, j'essaie de voir ce que ça produit chez les personnes qui m'entendent dire ça. Alors là, j'en suis au début de mes recueils, n'est-ce pas, d'impressions, tout ça. Ça a un caractère complètement, on pourrait dire, pas seulement empirique, mais complètement un peu sauvage, quoi. C'est-à-dire recueillir des haussements de sourcils ou des espèces de personnes qui se figent dans leur attitude parce qu'elles viennent d'entendre quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Et tout ça, ça fait partie d'un travail d'épistémologie au long cours qui me semble nécessaire de conduire. Autrement dit, je pense que la question de l'ombre portée de la colonie sur l'environnement universitaire commence par les silences qu'intime le monde universitaire, c'est-à-dire par les choses qui ne peuvent pas être dites, qui doivent être tues, même si elles sont éprouvées, expérimentées, vécues. Je pense que c'est là que commence effectivement la difficulté face à laquelle nous nous trouvons de développer des pratiques qui seraient décolonisées, d'une certaine manière, qui seraient décoloniales. Donc, alors ça a une implication, ou en tout cas ça a peut-être une explication possible, c'est que le monde universitaire français est, comme tous les mondes éduqués, un monde très poli. C'est un monde qui a un sens de la déférence, de la hiérarchie, mais aussi de la correction, de ce qui est disciple et de ce qui ne l'est pas. Donc ça ne veut pas forcément dire que lorsque j'énonce le fait que je suis descendante d'indigènes, ces personnes-là ne voudraient pas admettre que je le suis, puisque ça ne dépend ni d'elles ni de moi d'ailleurs, c'est un fait objectif. Mais ce serait que, en quelque sorte, je manquerais d'éducation, je manquerais de correction, à introduire dans un environnement quelque chose qui n'a rien à y faire. Et où là, d'une certaine manière, le test de la persistance d'une mythologie et aussi d'une idéologie de l'universalisme abstrait, aveugle aux différences, etc., est éminemment persistant, prépondérant, et d'une certaine manière, il est aussi extrêmement autoritaire dans son mode d'imposition. Donc ce que ça déclenche, d'une certaine manière, fait la démonstration que nous sommes bien dans cet environnement-là, quand bien même il y a une sensibilité qui peut s'exprimer à l'égard de la diversité. Alors là, nous entrons dans le domaine des poncifs et d'un répertoire acceptable, donc la diversité, la différence. On peut même admettre qu'il y ait des histoires d'ethnicité ou des histoires migratoires qui s'expriment, qui se disent, mais elles ne doivent en aucune manière venir polluer le domaine de la légitimité institutionnelle. La légitimité institutionnelle dépend de la capacité à s'abstraire de son expérience intime, subjective. Et là, je pense que ce que tu évoquais tout à l'heure, cette expérience d'être réduite à, c'est très exactement ça qui se passe lorsque un universitaire prend le risque de dire qu'il est descendant d'indigènes, fils d'immigrés, noir, arabe, musulman. Alors n'en parlons même pas. S'il dit qu'il est musulman, là, c'est voilà. À la limite, descendant d'indigènes, au moins ça reste encore un peu indistinct. On va dire, alors musulman, c'est pas possible. Et là aussi, d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que bon, c'est une histoire que pour le moment on ne fait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cartographie, par exemple, qui soit aujourd'hui établie, des modalités institutionnelles, politiques, donc idéologiques, et donc avec des implications épistémologiques, de nomination des universitaires qui pourraient se réclamer d'un de ces différents termes.
C'est-à-dire tous ces universitaires qui aujourd'hui sont titulaires, qui sont arabes, noirs, musulmans, descendants d'indigènes ou enfants d'immigrés, au fond, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui, dans les circonstances de leur nomination et qu'est-ce qui, dans les vicissitudes de leur exercice universitaire, va être à un moment donné indexé et parfois même annexé à cette réalité-là. On n'en sait rien parce que personne ne s'intéresse à ça pour le moment. Ça, c'est vraiment quelque chose de fascinant parce que nous sommes effectivement là aussi dans une sorte d'ethnocentrisme et de sens de l'exceptionnalité française. Parce qu'il y a, dans beaucoup de pays, aujourd'hui, il y a des enquêtes qui établissent les circonstances dans lesquelles, par exemple, les Afro-Américains sont nommés dans le monde universitaire aux États-Unis. Comment est-ce que les Anglo-Pakistanais accèdent ou pas à l'université en Grande-Bretagne? Alors, je ne vous parle même pas du fait qu'il y en ait un qui soit maintenant maire de Londres. Ouais. Ça, c'est impensable dans le contexte français. Et dans les Oscars. Oui, tout à fait. Le fait de questionner, le fait que les Oscars soient blancs, etc. Donc, autrement dit, ces généalogies-là, elles sont faites dans beaucoup d'environnements universitaires. Il y en a quelques-uns qui résistent, qui sont rétifs et qui, très clairement, ne veulent pas, en fait, se trouver à devoir exposer le ventre de la machine et les mécanismes parfois éminemment équivoques, problématiques, voire alors là, carrément contestables, qui ont pu conduire à certaines nominations ou certaines évictions. Parce qu'il y a ceux qui sont nommés et il y a celles et ceux qui sont évincés. Donc je pense que là-dessus, nous sommes là, il y a tout un chantier à ouvrir. Alors c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui, par exemple, aujourd'hui se fait d'ailleurs sur invitation et sur programme CNRS pour ce qui concerne les universitaires femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'intéresse aux carrières des femmes universitaires, combien de temps elles mettent à faire leur thèse, combien de temps elles mettent à être nommées, combien de temps, à quel moment est-ce qu'elles obtiennent les différentes promotions, quel écart y a-t-il entre l'entrée à l'université dans le premier poste et l'accès soit à la direction de recherche, soit au professorat. Ces questions-là, aujourd'hui, intéressent. Mais encore une fois, on voit bien comment est-ce que, si elles intéressent, c'est parce qu'elles ont... Il y a eu, visiblement, tout un travail anthropologique de fond qui s'est fait sur des sociétés comme la France et qui a permis d'admettre effectivement que l'inégalité de genre était tellement structurelle qu'on ne pouvait plus l'ignorer. Ce travail-là sur les inégalités fondées sur l'assignation à la race, c'est un travail qui n'est absolument pas envisagé pour le moment. Et alors, au croisement entre race et genre, alors là... Oui, non. C'était juste pour dire que moi je travaille là-dessus. Ah bah c'est parfait, très bien. Oui. Bah, de toute façon, c'est toujours par les étudiants en thèse que les choses arrivent. C'est par le glaçon. Alors écoutez, franchement, là, je pense que c'est aussi un des aspects intéressants de l'ombre portée. C'est que si à un moment donné, on soulève certaines questions, ce ne sont pas tant les enseignants titulaires qui le font que les étudiantes et les étudiants qui viennent les voir et qui leur disent « je veux travailler là-dessus ». Et ça, j'aurais plus d'un exemple de collègues dont je connais les réticences très très fortes à ne serait-ce que voir graviter dans leur environnement le mot race, par exemple, qui sont tout de suite dans des états d'émoi avancés, n'est-ce pas? Et qui, lorsque des étudiants de valeur, des étudiants qui ont fait un très bon Master 2 et dont on ne peut pas nier la qualité du travail qu'ils pourraient faire en thèse, viennent les voir en leur disant je veux travailler sur telle ou telle chose, là ils se rendent à l'évidence parce que ça, de surcroît, ça les valorise. D'avoir des très bons étudiants qui viennent de bonnes institutions, qui ont été très bien évalués et qui de façon tout à fait inattendue, décident de travailler sur des objets abjects, comme disait Sayad, là on va faire une exception, n'est-ce pas, et on les prend. Après, ce sera intéressant de voir comment le suivi se fait, comment le jury se constitue. Après, il y a toutes les différentes étapes et toutes les différentes scènes sur lesquelles ça se joue. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il faut répondre à des appels à com? Est-ce qu'on les encourage? Est-ce qu'on les finance? Est-ce que c'est des thèses financées ou pas? N'est-ce pas? Donc, il y a toute une série de modalités qui vont interagir. Mais ce qui est tout à fait notable, et là je pense que c'est un aspect qui nous intéresse aussi dans la discussion, c'est que là où il y a des effets de cumulatifs qu'il faut autant que possible éviter,
c'est le cas de figure de l'enseignant-chercheur racisé qui prend des étudiants racisés qui travaillent sur des sujets abjects. Vous voyez, là, quand même, là, je le cherche, quoi, hein, pour être très clair. Là, à un moment donné, il faut quand même garder le sens de la mesure. Donc, lorsque ce sont des enseignants blancs qui prennent des étudiants brillants, alors racisés ou pas, parce que c'est eux qui vont, d'une certaine manière, se porter caution de l'étudiant en question, et qui vont, d'une certaine manière aussi, faire passer le sujet, alors pas seulement l'étudiant d'ailleurs, parce qu'il faut quand même faire accepter l'étudiant, n'est-ce pas? Même si aujourd'hui, on est quand même dans un environnement où il y a beaucoup d'étudiants qui sont, alors soit directement, soit indirectement racisés, et qui sont brillants, et qui sont parfaitement légitimes à vouloir entrer en thèse. Encore faudra-t-il effectivement s'assurer que qu'est-ce qu'on fait du sujet, voilà. Hein, finalement, le mauvais sujet, ça peut être l'étudiant ou l'étudiante, mais ça peut être surtout le thème de la thèse qui va être défini. Et où là, alors que l'enseignant d'ailleurs, alors l'enseignant blanc, il est mieux placé pour enrober l'objet, pour le faire passer, pour calmer les inquiétudes d'éventuels jurys. Alors là, c'est intéressant d'aller lire les lettres de recommandation que les enseignants-chercheurs doivent faire à l'appui de demandes de bourse, de demandes de... voilà, pour que les thèses soient financées, que ce soit dans les écoles doctorales ou au-delà, dans toutes les institutions qui financent. Là, il y aurait un terrain absolument fascinant à explorer sur mais qu'est-ce qu'il faut écrire pour que ça passe. Et donc il y a un travail là sur l'analyse de contenu, et puis le climat idéologique que ça traduit, très au-delà de ce qui est classiquement évoqué, c'est-à-dire des enjeux, par exemple, méthodologiques ou épistémologiques, qui peuvent être avancés. Évidemment, ça peut être éventuellement recevable, mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est en quoi est-ce que c'est tenable et supportable dans certaines institutions de financer un certain type de recherche. D'autant que, effectivement, tout ce qui vient du milieu doctoral, c'est ce qui va déterminer la suite, c'est-à-dire ce qui va transformer la structure de la production de connaissances. Ce qui aujourd'hui se fait en termes de thèse, c'est ce qui demain va devoir se faire en termes d'enseignement, en termes de structuration des départements, de recrutement. Il va bien falloir les recruter ou pas d'ailleurs, parce que quand il y a 100 candidats pour un poste de maître de conf, c'est pas gagné. Donc à tous les niveaux, il y a quelque chose là qui serait extrêmement intéressant à comprendre, et à comprendre effectivement dans une perspective qui est celle d'une hiérarchie coloniale qui persiste, et donc avec des cas de figure qui peuvent être très variables. Cette combinatoire entre qui dirige, qui fait le travail de recherche et quelle est la thématique mobilisée, va être une combinatoire qui est extrêmement complexe et qui est très intéressante à essayer de voir de très près. Donc cette question-là, elle traverse l'ensemble des routines universitaires. Elle est constamment réactivée sans même qu'on le comprenne et sans même qu'on le sache. Elle est engrammée dans les interactions, dans les rapports les plus ordinaires. Et là, on voit bien comment est-ce que les modes d'approche méthodologiques qui ont été ceux qui traitent du genre sont complètement à l'œuvre dès lors qu'on s'intéresse à l'ethnicité et à la race. C'est-à-dire que ça n'est pas la dimension spectaculaire de cette expérience qui intéresse. Non, en fait, c'est la dimension la plus ordinaire. Parce qu'elle est la plus effective, celle qui produit les effets les plus puissants, parce qu'ils sont imperceptibles. Parce que personne, à la fin d'un cours, ne va soulever la question de « mais en fait, votre approche est complètement néocoloniale, vous avez une façon d'exotiser, voilà. Et puis, on est dans un système relativement vertical à l'université, donc on ne dit rien aux enseignants. On ne va pas leur dire « monsieur ou madame, là, je me sens particulièrement visé par ce que vous dites ». Alors que dans d'autres environnements universitaires, c'est tout à fait concevable, voire même parfois ça prend des dimensions un peu excessives, où même des étudiants peuvent porter plainte contre des enseignants, parce que, alors il y a des fois où ça se retourne, parce que c'est les arguments les plus minoritaires et les plus radicaux qui ne peuvent plus s'exprimer non plus. J'ai eu des cas comme ça de collègues, notamment aux États-Unis, qui ont été inquiétés pour ce qu'ils avaient dit dans leur cours.
parce que des étudiants n'avaient pas laissé passer. Enfin bon, c'est tout l'argument de la tâche d'ailleurs de Philippe Roth, hein, que vous avez peut-être lu, mais qui de ce point de vue-là est intéressante à lire, parce que oui, c'est le cas de figure d'étudiants qui protestent contre le racisme qu'ils considèrent comme étant avéré d'un de leurs enseignants, alors que lui-même s'avère être un faux juif et un vrai noir. C'est une histoire extrêmement intéressante Mais de fait, c'est un cas de figure qu'on ne connaît pas et qu'on n'est pas en capacité d'admettre dans le contexte universitaire français. Alors ça a des implications à tous les niveaux, c'est-à-dire que du coup on pourrait faire une lecture en termes racialisés ou en termes colonial, pas seulement du fonctionnement des départements, pas seulement des nominations, pas seulement des orientations de recherche, mais aussi de la façon dont les laboratoires fonctionnent, la façon dont ils se constituent sur certains objets. Autrement dit, là, ce qui est intéressant, c'est de combiner une lecture de la colonie qui est celle dont nous disposons aujourd'hui à partir de tous les travaux des théoriciens postcoloniaux ou de la colonialité, mais de combiner ça à une approche qui, à mon avis, est trop souvent oubliée, mais qui est très intéressante, qui est celle de Norbert Elias, lorsqu'il analyse le processus de civilisation, et qu'il explique qu'en fait, les couches les plus privilégiées passent leur temps à coloniser les couches les plus inférieures. Et donc cette colonisation est à la fois sociale, évidemment, elle est symbolique, mais elle est aussi, de fait, dans des sociétés multiculturelles comme les nôtres. Donc elle a une tonalité, ou elle a une caractéristique qui est aussi raciale et genrée. Donc c'est ces aspects-là qui, aujourd'hui, ne parviennent pas à émerger et entretiennent des formes de routine qui vont conduire à ce que, de façon finalement assez ordinaire, tous les enseignants-chercheurs qui ont un nom un peu typé, basané, qui sonne étrange, sont des enseignants-chercheurs qui ne vont pas du tout mettre en avant leur ethnicité, leur histoire, qui vont s'évertuer, et parfois tout au long de leur carrière. C'est pas juste une histoire de les 2 ans après qu'on est nommé, on fait comme si on n'était pas ce qu'on était. Tout au long de leur carrière, s'évertuent à faire disparaître ce qui est très clairement un stigmate. Et ce qu'ils, à bon droit, ce qu'ils vivent comme un stigmate parce que leur expérience ne se limite pas à l'environnement universitaire, parce que l'environnement le plus vaste dans lequel ils évoluent est un environnement qui est profondément travaillé par ces questions-là, et puis peut-être aussi parce qu'au sein de l'université, ils ont eu des expériences. Alors soit à l'égard d'étudiants, soit entre collègues, soit à l'égard du personnel, par exemple. Alors ça, le personnel, c'est aussi l'angle mort de cette approche en termes racialisés et coloniales. Le personnel est particulièrement bien placé, tout ce qui est personnel administratif, pour évaluer la façon dont une double logique coloniale et raciale s'exerce. Alors, en plus de ça, d'autant plus facilité lorsqu'il s'agit de femmes, c'est quand même un personnel très féminisé. Comment est-ce qu'effectivement le personnel donne à comprendre et à voir des logiques racialisées qui ne vont pas forcément être exprimées de façon évidemment directe, mais à travers par exemple la disqualification ou la dévalorisation du travail réalisé, la mise en cause de la compétence de la personne. Donc il y a des tas de modalités très contournées et très pas forcément subtiles, mais implicites, qui conduisent à ce que des segments entiers du personnel universitaire fassent l'expérience d'une forme de condescendance ou de mépris racialisé. Et de fait, les enseignants-chercheurs qui voient ça, alors leur grande difficulté, c'est comment est-ce qu'ils prennent position par rapport à ça ? Quel type d'attitude ils vont développer ? Est-ce qu'ils vont expliciter le caractère raciste de ce qui se joue ? Ou est-ce qu'ils vont devoir emprunter des voies beaucoup plus compliquées pour faire valoir justement des contestations, des mises en cause
Et là, je pense que les routines de l'université, comme les routines de toutes les organisations professionnelles, de ce point de vue-là, fournissent des indications très, très, très explicites sur si on va chercher au bon endroit, peuvent tout à fait éclairer ces questions-là. Donc il y a à la fois celles et ceux qui vont s'efforcer de ne pas souligner cette saillance identitaire, qui vont tout faire pour la faire disparaître, l'éroder, passer par les logiques d'équarrissage, hein, terme un peu brutal, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes exactement calibré comme il est attendu que vous le soyez. Donc vous ne faites jamais apparaître une prédisposition à privilégier tel ou tel. Vous ne devez surtout pas le faire parce que ça dessert y compris les personnes que vous souhaitez éventuellement soutenir. Hein, c'est intéressant, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, dans le monde universitaire et dans les mondes professionnels où il y a des rapports de pouvoir, ça fait très longtemps qu'on observe que les hommes sont toujours favorables aux autres hommes. Hein. Ça n'a rien d'original. Si vous faites ça en tant que personne racisée, non seulement vous ruinez les chances de la personne que vous soutenez, mais en plus de ça, vous contribuez à ce que la suspicion soit jetée sur vous. Et j'ai des exemples d'expériences tout à fait objectives où on finit par vous expliquer qu'en fait, les raisons pour lesquelles vous avez soutenu le dossier de telle personne sont éminemment suspectes parce que, en fait, vous privilégiez quelqu'un qui a la même ethnicité que vous. Donc, alors, à la fois, le dossier de la personne est d'emblée disqualifié. Hein, c'est une façon de jeter l'opprobre sur la personne qui est soutenue, mais aussi sur la personne qui la soutient. Donc, c'est des choses qui, évidemment, ne sont jamais consignées par écrit. Mais ces modalités de circulation, d'insinuation, sont tellement devenues routinières, et d'ailleurs elles ne sont même pas interrogées par les personnes qui les produisent. Hein. C'est-à-dire qu'à aucun moment elles n'ont le sentiment qu'elles disent quelque chose de raciste, et en l'occurrence de sexiste. Ça ne leur vient pas à l'idée. Elles sont plutôt en train de jeter de la suspicion sur la personne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'elles rétablissent la rectitude des choses. Hein. C'est pour ça que je parlais du caractère... voilà, il faut être poli et savoir et être correct dans ces modes dans ces pratiques universitaires. Elles sont même convaincues qu'en fait, elles rétablissent le bon ordre des choses. Parce que dans l'ordre des choses, il n'est pas possible de se soutenir mutuellement sur la base d'une communauté d'appartenance ethnique. Alors imaginez que ça se dise ou ça se pratique dans d'autres environnements, lorsqu'on sait par exemple que dans les ouvertures de postes dans des pays anglophones, il est systématiquement signalé qu'on privilégie les candidatures qui viennent de personnes qui appartiennent à une minorité, sexuelle, raciale ou ethnique. Hein, ça voudrait dire que toutes les fois que quelqu'un qui appartiendrait à cette minorité privilégierait ce type de candidature, elle serait taxée en fait de faire valoir une préférence qui est illégitime. Donc dans le contexte français, il n'est absolument pas question de fonctionner comme ça. On pourrait même aller jusque dans la question des notations. Comment les étudiants sont évalués? Est-ce qu'il n'y aurait pas, et là on voit très bien comment est-ce que des logiques de suspicion pourraient très bien émerger, s'il y avait une façon de valoriser plus particulièrement les travaux de personnes qui sont racisées. Ce qui n'a pas lieu d'être, hein, encore une fois. Il n'est pas question de mieux noter une personne parce qu'elle a telle couleur de peau ou elle a telle orientation sexuelle. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais la difficulté face à laquelle on se trouve, c'est que précisément parce que cette ombre portée qui racialise et qui donne une tonalité coloniale à l'ensemble des rapports n'est pas admise, n'est pas acceptée, n'est pas reconnue comme opératoire, tout ce qui en découle ne peut jamais être mis en discussion. Et donc, c'est un environnement dans lequel prévaut les sous-entendus, les propos équivoques ou les haussements de sourcils, hein, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a toute une gestuelle physique qui vient se substituer à ce qui ne peut être dit et qui va donc contribuer à instaurer un climat dans lequel
il y a une certaine forme de fragilité ou de vulnérabilité des personnes qui précisément sont suspectées de développer ce type de comportement qui sera un comportement viscéralement attaché à. Parce que là aussi, c'est l'argument que développaient nos deux intervenantes juste avant, c'est qu'en fait, ça n'est jamais considéré comme un argument qui serait politiquement informé. Si à un moment donné, il est question de faire avancer certaines thématiques, certaines problématiques, de développer certains champs d'investigation ou de recherche, ça n'est jamais pour de bonnes raisons scientifiques ou politiques, c'est pour les mauvaises raisons qui sont liées en quelque sorte à une sorte d'attachement excessif ou d'obsession paranoïaque. Vous voyez, je voulais juste vous lire un extrait d'un truc que j'ai trouvé tout à l'heure, là. Ça me concerne directement, mais bon, je m'en fiche un peu. Tout ça, ce sont juste des cas d'école. Hein. Je considère de plus en plus que je lis, de façon générale, comme des symptômes d'un phénomène qu'il faut parvenir à décrypter. Donc en fait, il est paru hier soir dans Le Plus du Nouvel Observateur un entretien que j'ai fait sur le débat public sur le camp décolonial. Alors, vous avez peut-être suivi cette question. Alors là, elle est éminemment liée à des démarches militantes. Donc il y a deux militantes, Siam Asbag et Fania Noël, qui ont décidé de mettre en place un camp décolonial. Alors, moi, j'avais juste fait remarquer que la notion de camp était un peu problématique dans l'appellation. C'est pas grave, mais c'est parce que c'est traduit de l'anglais. Hein. Summer camps. Voilà, bon. Donc c'est pas grave, hein, c'est pas ça le sujet. Et donc, grande polémique partout, attaque en bonne et due forme par des entrepreneurs de morale et des entrepreneurs identitaires, hein, qui ne se rendent pas compte d'ailleurs que ce qu'ils défendent, c'est l'identité blanche, puisqu'ils sont universalistes. Et donc moi j'ai suivi un peu ça, d'autant qu'à un moment donné, ça s'est raccroché à la semaine des paroles non blanches à Paris 8, puisqu'il y en a qui se sont attaqués aux deux phénomènes en établissant une équivalence. Et donc, de la même manière que la semaine des paroles non blanches a été prise de façon littérale comme un lieu où les blancs ne peuvent pas parler. Alors, je ne sais même pas s'ils avaient le droit d'être présents d'ailleurs. Alors, donc, des contre-vérités sur le fonctionnement, sur les initiateurs, sur l'intention générale, etc. Et donc, ce camp décolonial a fait l'objet d'une grande polémique de la part, y compris de personnes qui sont des autorités au sein de l'État. Hein, parce que, par exemple, la DILCRA s'est sentie tenue de commenter l'existence de ce genre d'initiative. Donc, je donne un entretien, peu importe ce que je raconte, c'est pas ça. Voilà. Et puis, après, ce qui m'intéresse, c'est les commentaires. C'est un terrain d'exploration. Voilà, alors je vais essayer de les retrouver, voir les réactions. Voilà, oui, absolument, il faut voir les réactions. Alors, il y en a une qui est très intéressante. Elle était ce matin. Je vais essayer de vous la retrouver parce que je pense qu'elle... Alors évidemment, tous ces gens-là, moi compris, on est tous un peu des... Il y en a un qui parle de fumeurs de moquettes, enfin, des gens un peu dérangés, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a perdu tout sens du discernement, de la rationalité. Et donc, on ne peut pas comprendre les enjeux qui nous dépassent. Hein. C'est-à-dire que notre vision est obstruée, est altérée. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre... Alors, ce qui se passe, alors certainement pas ces jeunes femmes. Il y en a qui me conseillent de lire Nietzsche. Bon, je vais m'y employer. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais après tout, pourquoi pas. Enfin, d'ailleurs, pourquoi je devrais le lire, comme s'ils savaient tout de mes lectures. Et donc, il y en a une qui est très intéressante parce qu'elle reprend un poncif assez classique, justement, des intellectuels ou des universitaires racialisés. Là, visiblement, il y a eu tellement de commentaires depuis que j'ai ouvert mon truc là, que j'arrive même pas à le retrouver. Ça c'est... Je sais pas, là, il y en a eu d'autres. Alors, je vous résume le commentaire, il était intéressant. C'était quelqu'un qui mettait en cause ma compétence universitaire et de chercheur, et qui disait, mais cette personne-là, cette Nassira Machin, c'était intéressant d'ailleurs, Nassira Machin, mais comment est-ce qu'elle peut faire des recherches scientifiques? Tous ces questionnaires doivent être biaisés. Elle doit rechercher les réponses qu'elle cherche avant même de les avoir posées.
Donc, évidemment, c'est une incompétente et c'est à raison du fait qu'elle est incompétente que ce qu'elle dit n'est pas recevable. Et la raison pour laquelle elle est incompétente, c'est pas parce qu'elle a été mal formée en tant que sociologue, c'est parce qu'elle est ce qu'elle est. Hein, Nassira machin. Donc je trouvais que c'était intéressant de voir que dans des commentaires, on peut discuter sur les arguments, on peut les disqualifier, pourquoi pas. Mais pourquoi s'en prendre au fait que la dame qui parle, elle est universitaire ? Est-ce que cette personne-là s'autoriserait à mettre en cause les compétences professionnelles de n'importe quel intervenant avec lequel il ne serait pas d'accord ? Ou est-ce qu'il s'autorise à le faire, hein ? Donc il a une position d'autorité à contester mon point de vue et mes arguments, parce qu'en fait, je ne suis pas en capacité, hein, je ne peux pas, d'une certaine manière, de façon intrinsèque, je ne peux pas faire de la recherche fiable, en raison de ce que je suis. Donc c'est aussi ces routines-là, d'une certaine manière. Alors je tiens à dire que j'ai aussi entendu ça de la part de collègues. Hein. Il n'y a pas que les lecteurs du Nouvel Obs Plus qui mettent en doute les compétences sur des bases qui sont parfois éminemment spécieuses. Il y a aussi des universitaires qui ne se gênent pas pour dire ça de leurs collègues. Donc à partir d'un positionnement qui est éminemment problématique. Qui est en capacité de décider de la compétence professionnelle et à partir de quel type d'argument on conteste la compétence professionnelle et donc la rigueur scientifique de la production de telle ou telle personne. Alors ça participe finalement d'un climat général dans lequel ces personnes-là sont effectivement toujours réduites à leur ethnicité, réduites à l'assignation raciale qu'elles encourent et à laquelle elles sont confrontées, hein, qu'elles subissent, et donc réduites à une incapacité à parler. Parce que si on va jusqu'au bout de l'entreprise de réduction, on passe de la réduction à l'ethnicité à la réduction au silence. Et c'est précisément ce qui me semble être particulièrement en jeu dans aujourd'hui l'ensemble des interactions au sein du monde universitaire. Alors que de façon anecdotique, il y a un lecteur là qui s'en donne un cœur joie, c'est symptomatique d'être quelque chose de plus vaste. Mais c'est aussi un élément qui peut entrer en ligne de compte dans le contexte universitaire et qui s'est installé sans qu'on y prenne garde, non pas parce que les universitaires qui participent de cette logique de la racialisation seraient moins bons, mais parce qu'en fait, c'est un des critères d'évaluation qui est devenu systématique, même s'il est implicite. C'est en ça qu'il est très opératoire. C'est qu'évidemment, lorsque on reçoit un dossier de candidature pour un poste ou un dossier d'évaluation ou quoi que ce soit de cet ordre-là, il n'est pas question de dire que le collègue a un dossier moins bon parce qu'il est ce qu'il est. Mais il va y avoir toute une série de procédures extrêmement subtiles, de diffraction de cette représentation, qui vont permettre précisément d'appliquer cette grille de lecture sans même qu'elle soit apparente. Si j'osais, je vous donnerais le dernier exemple que j'ai en tête, mais il est tellement récent, il est tellement engagé dans des enjeux immédiats que je ne peux pas. J'ai quand même un devoir de réserve. Et puis, il ne s'agirait même pas de donner de nom, il s'agirait d'expliquer un peu la structure générale, mais c'était tellement saisissant dans le caractère tellement... je veux dire, il n'y a que la personne qui a dit la chose, qui n'a pas compris qu'elle disait quelque chose de raciste et sexiste. Et ça, c'est tous les jours, régulièrement. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui... c'est comme la thèse du flocage dans les plafonds, vous savez. Le flocage à l'amiante, ça se voit pas, mais ça produit des effets tangibles, parce que le risque de cancer, il est bien là. Donc, je ne parlerai pas avec une métaphore organique, parce que je pense que ou pathologique, mais je trouve que cette idée de quelque chose qui est dans l'air, qui flotte dans l'environnement, qui est complètement invisible, mais qui est éminemment opératoire, il y a un principe actif là,
qui est d'autant plus opératoire qu'il n'est pas objectivé. Et donc ce principe actif, dont beaucoup de mes collègues contestent la réalité et on a pour le coup l'efficacité, la puissance, c'est le fait de racialiser, pas seulement d'assigner à une identité racialisée, mais c'est aussi de racialiser les rapports. Et de ne pas se rendre compte qu'en fait, c'est un paramètre qui est opératoire de façon extrêmement régulière. Et là où ça devient encore plus retors, c'est lorsque, même quand on est de bonnes intentions, on a fait l'expérience récemment, et ben ça continue à opérer. C'est-à-dire que même notre vigilance, même notre conscience aussi mobilisée par rapport à cela soit-elle, eh bien on ne peut pas, y compris parce qu'il y a des inerties, il y a des routines, il y a un environnement tel qu'il y a des moments où on se retrouve pris là-dedans, et je ne m'exclus pas de cette problématique-là. C'est d'autant plus redoutable qu'on peut devenir complice des logiques de racialisation sans s'en rendre compte. Et donc on peut être un opérateur de la réduction à l'indignité, à la disqualification, et donc au silence. Donc nous sommes dans une situation où finalement nous disposons de tous les éléments pour pouvoir véritablement cartographier ça, mais parce qu'il y a des enjeux de pouvoir et des intérêts à ne pas reconnaître ça, parce qu'il faudrait que tous les acteurs impliqués dans le monde universitaire admettent de faire leur propre, pas amende honorable, on n'est pas là pour pour envisager des procès. Non, il s'agit effectivement de faire son travail introspectif. Et donc, effectivement, de s'engager dans une forme, dans un processus d'épistémologie située, de savoir exactement dans quelle perspective et dans quelle position on se trouve. Or, beaucoup d'universitaires sont capables de faire ce travail-là du positionnement du point de vue de la classe. Alors ça, c'est même un impératif catégorique. On ne peut pas être ignorant de votre position de classe, sinon on n'a rien à faire à l'université, quasiment. Même en droit, je veux dire, même dans les disciplines les plus... oui, parce que, y compris par le déni. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est que la question existe, mais on peut aussi décider qu'on n'y répondra pas. Mais en tout cas, il est clair qu'elle existe. Et donc, il y a toutes celles et ceux qui décident que, non, ok, elle existe, mais moi je refuse de répondre. Je ne veux pas me positionner sur ce terrain-là, parce que c'est de l'idéologie. Ah oui, bien sûr, les rapports de classe objectifs n'existent pas. Ils n'existent qu'à travers le sentiment qu'on est éventuellement dominé économiquement ou symboliquement. Donc autant ça peut se jouer là, autant aujourd'hui il commence à y avoir une prise de conscience du fait que des attitudes sexistes ne sont plus acceptables dans le milieu universitaire. Alors, je dis ça avec beaucoup de prudence parce que, selon les rapports de pouvoir dans lesquels on est engagé, ça ne me semble pas être si clair que ça. En tout cas, il y a un discours qui consiste à dire, on ne peut pas se dédouaner et s'en sortir sans dommage lorsqu'on a des attitudes et des pratiques sexistes explicites, et lorsqu'on a encore plus d'ailleurs, pas seulement des pratiques sexistes, mais des pratiques d'agression sexuelle. Là, je renvoie au débat qui existe depuis 10 ans maintenant à l'université sur le harcèlement sexuel par notamment les enseignants-chercheurs, donc dans un rapport de pouvoir. Mais là où visiblement il y a quelque chose qui est encore de l'ordre de l'incoation, c'est-à-dire qui n'est même pas formulable, c'est d'admettre qu'il y a des pratiques racistes qui traversent l'ensemble de l'environnement universitaire, qui passe donc bien par des personnes, c'est pas juste un climat qui s'imposerait à nous, c'est bien quelque chose qui prend des formes particulières et spécifiques dans l'environnement universitaire, qui ne serait pas qu'une caisse de résonance du climat nauséabond dans lequel nous vivons. Autrement dit, s'il y a du racisme à l'université, ça serait la faute du Front National. Je fais un raccourci très court, en fait, c'est encore la faute des autres, quoi. Donc on n'en est plus là.
On veut bien admettre qu'il faut débattre des raisons pour lesquelles le climat est devenu nauséabond, mais il y a bien un climat inhérent, il y a bien des mécanismes propres à l'université qui entretiennent et qui perpétuent des pratiques racistes, qui peuvent d'ailleurs très souvent se doubler de pratiques sexistes. Avec d'ailleurs cette problématique intéressante, hein, c'est que le préjugé sexiste, dans ce cas-là, il ne joue pas seulement contre les femmes, il joue aussi, et parfois plus, contre les hommes. C'est-à-dire que les hommes qui sont racisés, ils ont encore plus de mal à se faire admettre si des fois ils avaient vaguement l'idée de parler du fait qu'ils sont arabes, noirs, musulmans, descendants d'indigènes ou descendants d'esclaves. Ça, ce n'est pas des choses qu'il faut dire. Alors là, on entre dans la problématique de la suspicion aggravée à l'égard des hommes, parce qu'il y a une logique de la concurrence. Hein. Là, c'est un schéma patriarcal classique, c'est-à-dire que les hommes blancs sont mis en concurrence avec les hommes de couleur, et là, ça ne va pas du tout. Donc, tous les moyens pour les disqualifier peuvent être mis en œuvre. Donc, je pense que ce serait intéressant d'ailleurs de voir en quoi est-ce que ça agit sur les sujets de recherche, donc il y aurait sans doute une division sexuée et racialisée qu'on pourrait examiner sur les choix de recherche, la façon de procéder dans l'environnement universitaire, comment on se positionne en fonction du fait qu'on va subir de surcroît un préjugé sexiste en tant qu'homme. Hein, donc il y a une espèce de sexisme à l'envers qui fait que là où classiquement ce sont les femmes qui sont pénalisées dans les rapports de pouvoir et dans par exemple l'accès aux postes de pouvoir, lorsque vous êtes un homme racisé, il y a de fortes chances que vous ayez encore moins de possibilités. Alors pas forcément d'y accéder, parce que vous pouvez être l'arabe ou le noir de service, hein, ça existe. Non, mais d'exercer vraiment un pouvoir. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes la créature de quelqu'un? Est-ce que vous êtes l'obligé? Est-ce que vous êtes là pour assurer la sous-traitance de certaines questions? Ou est-ce que vous pouvez véritablement exercer de façon souveraine les fonctions auxquelles vous avez accédé? Et là, ça nous amène effectivement dans des espaces de pouvoir qui sont difficiles d'accès, hein, qui sont extrêmement feutrés, où les choses ne sont parfois même pas dites, hein, elles sont suggérées, c'est sur le mode de l'allusion et de l'accord tacite, donc c'est extrêmement difficile à débusquer. Mais ça a des effets concrets, hein, c'est que effectivement les positions de pouvoir continuent à être accaparées par le même type de profil. Alors, pendant longtemps, dans une logique de l'homosocialité, c'était le cas à l'université, très clairement, avec les mandarins, mais aujourd'hui, y compris avec la féminisation en fait, des postes de pouvoir, des postes de responsabilité au sein de l'université, il n'est pas dit qu'on soit complètement sorti d'un entre-soi éminemment problématique. Alors, je livre tout ça dans une espèce alors, je ne sais pas si c'est dans le désordre ou en tout cas... j'espère que ça n'est pas impressionniste, hein, c'est-à-dire que ça n'est pas simplement mon impression que... c'était pas du tout dans cet esprit-là que je voulais le faire, même si, encore une fois, je le fais à partir de cette position située, qui, je crois, d'une certaine manière, m'a offert le privilège de la vision partielle dont parle Denain Haraway, effectivement. Pendant très longtemps, j'ai pas discerné grand-chose de toutes ces affaires-là. Progressivement, j'ai exercé mon regard et ma capacité à comprendre ce qui se jouait dans l'environnement où j'étais. Et c'est donc à partir de cette perspective à la fois située et partielle que j'ai fini par, d'une certaine manière, réduire l'angle mort de ce que j'étais amenée à observer et comprendre. Alors, je ne prétends pas avoir tout compris ni tout envisagé, y compris tout envisagé au sens de ce sur quoi je porte mon regard. Mais il me semble qu'il y a, en tout cas, cet aspect-là, sur lequel, du coup, j'ai eu un point de vue à la fois circonstanciel et puis pas très anecdotique, mais voilà, privilégié, hein, parce que j'en étais destinataire, de certaine manière. Donc ce qui fonctionne dans ce cas-là, c'est quelque chose que j'essaie de développer, y compris en termes de compréhension, c'est l'idée que je serais une surface de réflexion de quelque chose qui opère de toute façon.
Et donc, en tant que surface de réflexion, lorsque ça m'atteint, d'abord, j'ai fini par développer quelques éléments de compréhension et de perception de cette réalité-là. Donc, je l'enregistre et je la comprends d'une certaine manière, mais aussi je la renvoie. Donc, elle se réfléchit, en quelque sorte, de la même manière qu'elle m'amène à réfléchir, y compris sur mes propres limites dans certaines situations de cet ordre. Voilà. Peut-être on peut passer à les questions, réponses, discussions. On a encore une bonne demi-heure. Comme il est là. J'ai bien aimé votre exposé. Je regrette de n'avoir pas pu suivre le premier exposé. Il m'a semblé que ça a été un très bel exposé parce que on avait suivi un colloque sur la question de mutilation. Déjà ici sur la question de mutilation génitale, ça n'a pas été trop intéressant. Donc, voilà. Alors sur la réticence, à traiter de certains sujets, à débattre de certains sujets dans le monde universitaire occidental des anciennes puissances coloniales. Moi, je dois dire que ce n'est pas une réalité. Cette réalité n'est pas seulement observable dans ce monde-là. Et malheureusement, c'est une réalité qui est aussi intégrée par une bonne partie des intellectuels dits des pays du Sud et sociétés post-coloniales, post-esclavagistes. Par exemple, moi je viens d'Haïti et je dois vous dire que si, par exemple, un intellectuel haïtien ou une intellectuelle haïtienne va dans un espace comme l'Institut français, je prends l'exemple de l'Institut français qui est quand même un espace chez nous qui est très... c'est le lieu du débat par excellence, parce que c'est là qu'on trouve un espace où les intellectuels trouvent un espace de visibilité vraiment à l'Institut français. Donc si un intellectuel ou une intellectuelle va à l'Institut français et agite ces questions-là, tout de suite il va se faire rabrouer et se faire taxer d'intellectuels indigénistes, etc. Et se faire rabrouer, se faire taxer par d'autres intellectuels haïtiennes qui ont étudié d'ailleurs ici, qui ont eu leur doctorat ou postdoc ici. Donc c'est très compliqué. Et quand on vous taxe d'intellectuels indigénistes, c'est pas une catégorie, c'est pas très valorisant. C'est possible pour dire qu'on observe aussi cette réalité même dans les sociétés post-esclavagistes. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que, bon, d'une part, on imagine bien que la capacité d'extension du domaine de la réduction au silence ne s'était pas limitée aux anciennes métropoles. Et que l'idée, c'est de maintenir ça, y compris dans les espaces anciennement colonisés, recolonisés selon d'autres modalités, y compris culturelles, l'Institut français, la francophonie. Donc, ça, c'est un aspect intéressant, effectivement, à souligner. C'est pour ça que je disais qu'il ne s'agit pas de considérer que les universitaires qui sont racisés sont à la fois conscients de cette racisation et capables de la politiser pour agir contre. Il est tout à fait possible que, lorsque je disais qu'il y en a beaucoup qui passent, qui font comme si de rien n'était, il se trouve qu'ils ont un nom arabe ou africain, mais bon, à part ça, ils font tout comme tout le monde. Et donc, c'est là où ça devient vraiment intéressant, ce serait de parvenir à faire un travail vraiment ethnographique d'observation, par exemple, de ces assistances-là, et peut-être des entretiens avec ces personnes pour comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné, elles rabrouent telle personne qui est comme elle, et au fond, de quoi tire-t-elle l'autorité qui leur permet de dire qu'elles ont la bonne position intellectuelle et que telle personne n'a pas la bonne. Et à quoi ça tient ?
Ouais, parce qu'ils jugent aussi dépasser, comme vous le disiez tout à l'heure, ils jugent dépasser certaines questions. Mais c'est bien de comprendre la logique qui est derrière tout ça. Et Alain Juppé, je ne sais pas si vous avez pu suivre l'intervention d'Alain Juppé, j'ai suivi, c'était sur Internet. Alors, il présentait son dernier bouquin, je ne me rappelle plus le titre, et il parlait il parlait d'immigration. Et dans son discours, il a fait ressortir le fait que, par exemple, sur les étudiants, donc il avait toute une autre vision de l'immigration étudiante, parce que c'est quand même, ça fait du bien à la France, parce que quand les étudiants et étudiantes ils viennent ici pour étudier, ils vont faire la promotion de la culture, ils sont les ambassadeurs, des valeurs, voilà, des ambassadeurs de la France dans ces pays-là. Bien sûr. J'étais là à regarder, je me dis, si je suis ici en France, est-ce qu'après, qu'est-ce que je peux faire chez moi? Oui, c'est quelque chose qui peut être attendu de vous. Oui, mais il y avait un autre aspect peut-être que par rapport à cette question de... donc ça veut dire qu'y compris l'enseignement que vous recevez ici est censé participer de ça. Absolument, oui. C'est-à-dire que là, pendant qu'on parle, là, les cours, la routine des maquettes de formation, etc., participent de la perpétuation d'une représentation hiérarchisée du monde, au sein de laquelle voilà, la formation qui vous a été dispensée par l'université française a constitué un privilège pour vous, évidemment est un atout de poids. Alors on peut imaginer que ce soit le cas, mais c'est pour d'autres raisons. C'est parce que le marché capitaliste et parce que les modalités d'accès à l'emploi sont tellement surdéterminées par des critères qui sont produits par les industries et par la production de richesses capitaliste que, bah oui, évidemment que si vous avez un diplôme d'une université française, a priori, voilà, sans qu'on aille y voir de très près d'ailleurs, hein, on ne sait jamais vraiment si tous les diplômes sont aussi utiles que ça et aussi prestigieux que ça. L'autre exemple qui me vient à l'idée dans cet ordre-là, c'est dans le contexte d'un débat qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, un grand épisode de panique morale, et donc là ça concerne plus les intellectuels que les universitaires. C'était toute la discussion qui a été initiée après l'affaire de Cologne et les nombreuses réactions qui s'en sont suivies, et le fait qu'à un moment donné, tout est tourné autour de la tribune d'une personne dont on a considéré qu'en fait elle était déterminante sur le débat. Alors cette personne est journaliste, il est algérien, il s'appelle Kamal Daoud, et tout le monde s'est focalisé sur ce qu'il avait à dire sur la question. C'est-à-dire que tous les autres arguments, y compris d'ailleurs les arguments qui ont été développés dans le cadre d'une controverse en Allemagne par exemple, il est quand même au premier chef concerné. Alors tout ça est devenu nul et non avenu parce que la seule chose qui valait, c'était qu'est-ce que Kamal Daoud a à dire sur la question. Alors bon, il y a une logique de la construction aussi de la scène médiatique, hein, c'est-à-dire que tout ça a été particulièrement bien élaboré. Mais ce qui en ressort, c'est que la raison pour laquelle tout le monde s'intéresse à ce que cette personne a à dire, c'est parce qu'elle dit exactement ce qui est attendu dans une logique de la recolonisation et de la persistance en fait d'une hégémonie de la pensée occidentale, alors donc de la promotion des valeurs, des dites valeurs occidentales. Donc c'est pas anecdotique que ce soit cette personne-là qui soit dans la position que vous décrivez, c'est-à-dire de rappeler à l'ordre et de rabrouer tous ces semblables qui pourraient, alors d'abord qui se conduisent mal, mais surtout qui pourraient être amenés à avoir une autre analyse que la sienne. Hein, ça c'est... Donc là, il y aurait effectivement, il y a tout un travail d'exploration, d'approfondissement pour comprendre en quoi est-ce que il y a de multiples instances en fait qui opèrent, y compris de façon complètement ordinaire et insu, pour entretenir cette idée d'une supériorité, et donc de quelque chose qui, dans le contexte de Haïti, en plus, qui est très intéressant, c'est que parvenir à faire croire que Haïti n'est plus dans une problématique coloniale, c'est particulièrement... c'est un tour de force. Réussir à expliquer que c'est le passé qui opère dans le présent,
le contexte d'Haïti, et que c'est aussi un présent régional et plus, enfin même transatlantique, hein, quand on pense par exemple à la dette qui a été remboursée à la France. Tout ça, c'est quelque chose... Parvenir à faire abstraction de ça. Donc je pense que ça serait intéressant, pas seulement d'admettre en première intention ce que les personnes disent sur les motivations qui les portent à dire à telle personne, non mais c'est pas sérieux ce que vous dites, il faut arrêter avec ça. Je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus profondément, en fait, pour essayer de mettre en évidence des mobiles qui ne sont même pas conscients pour les personnes elles-mêmes. Quelque chose qui les conduit dans un espace à la fois mental et anthropologique où elles ne s'aventurent pas. C'est vraiment une anthropologie des imaginaires, des émotions qu'il faut parvenir à faire là. C'est pas simplement une anthropologie de la production intellectuelle, on va vous expliquer ce qu'ils ont appris, et donc étant donné l'environnement politique et universitaire, on peut s'attendre à tel ou tel type de position idéologique. Il me semble qu'il y a quelque chose de plus vaste qu'il faudrait de façon intéressante explorer en fait pour... la personne dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu du même ordre, quoi. Je dirais, la question, c'est pas de faire sa psychanalyse, mais c'est de s'intéresser à l'environnement anthropologique dans lequel il en vient à considérer qu'il est légitime à produire un discours qui est un discours de, comment on pourrait dire ça, d'excommunication. Hein, c'est-à-dire qu'il est en position de décider qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler. Et il est investi de cette fonction par d'autres, qui d'ailleurs prétendent qu'il est parfaitement souverain et autonome dans sa pensée. Ce qui est intéressant, c'est de prétendre, ça c'est un des grands subterfuges de la colonie ou de la colonialité, c'est de prétendre rétrocéder à des personnes tous les droits à s'exprimer, à élaborer leur propre orientation intellectuelle, politique, idéologique. Et c'est dans cette prétention, en fait, qu'il y a évidemment un subterfuge, c'est qu'en fait, ça n'est pas le cas. Parce que les cheminements universitaires, parce que les routes de la formation, parce que, y compris les modalités d'accès à certaines positions de prestige, continuent de passer par les anciens centres. On ne devient pas un intellectuel prestigieux en étant formé dans tel pays anciennement colonisé et en y restant. Ah non, ça c'est le cas de figure le plus improbable. Si on n'a pas fait à un moment donné un pèlerinage vers l'ancienne métropole, hein, c'est un peu à l'envers, vous savez, c'est l'envers du voyage exotique ou orientaliste, n'est-ce pas, où on allait visiter les colonies pour s'aguerrir et se former l'esprit. Et s'endurcir d'ailleurs dans l'épreuve, il y a cette même démarche qui aujourd'hui fonctionne. Une question peut-être... peut-être d'abord les étudiants. Tout ce que vous dites sera retenu contre vous. Personnellement, j'aurais des milliers de choses à en dire parce qu'on est vraiment au cœur de mon terrain, mais je trouve que c'est pas nécessairement effectivement l'espace le plus adéquat. Mais voilà, on est vraiment au cœur de mon travail parce que moi je fais vraiment un travail d'ethnographique aussi sur comment est-ce qu'une posture de recherche se forme et se donne à voix. Et je travaille sur les réappropriations des études postcoloniales en France. Et donc, par exemple, en vous écoutant, je me disais aussi, moi dans mon corpus, j'ai des personnes qui se perçoivent et qui sont perçues comme blanches et qui mobilisent largement aussi tout un répertoire autour de la race, la racialisation, etc. Et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'en situation, leur discours est reçu très différemment. Puisque là, on n'a pas une incorporation, une inscription en fait corporelle du discours qui est produit. Alors c'est intéressant parce que du coup, on revisite tout un répertoire aussi d'arguments. C'est-à-dire qu'elles font face aussi à des arguments du type mais la race, ça n'est pas une catégorie indigène avec ce grand terme. Voilà,
fourre-tout, ce mot valise qu'on utilise. Ah, mais ça, c'est intéressant, c'est un vrai terme de professionnel des sciences sociales. Hein. Ouais. Ça vous pose là quand vous dites ça. Hein, ça. Avec voilà, des débats comme ça, effectivement, qui se mordent un petit peu la queue, hein, qui sont complètement circulaires sur, effectivement, pour disqualifier cette catégorie-là. Mais en même temps, cette personne-là, en l'occurrence, je pense à une personne en particulier qui est doctorante, elle continue de se frayer un chemin, de se faire des réseaux, de publier à droite à gauche, et potentiellement de briguer un poste très bientôt, puisqu'elle est sur la fin de sa thèse. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment intéressant, en effet, et ça vient contraster de voir qu'il y a des gens aussi qui sont perçus comme blancs dans un champ voilà, qui racialise à tour de bras, et qui, effectivement, peuvent cheminer différemment et qui peuvent voilà, imposer une proposition de connaissance qui circulera de façon plus consensuelle, etc. Enfin, c'est vraiment... Alors ça, ce qui est intéressant dans ce que vous soulevez, c'est que, effectivement, la couleur et la race sont relationnelles. Et que ça n'a rien d'objectif, c'est une construction, et donc ça va être affecté par les contextes, ça affecte le contexte, hein, donc il y a une sorte de relation de double affectation. Et par ailleurs aussi, ce qui est intéressant là, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut développer l'aptitude, la capacité à circuler entre différentes assignations racialisées. Et comment est-ce qu'on peut être entre la réassignation, l'assignation, la désassignation. Tout le monde n'a pas ni le même potentiel personnel, affectif, émotionnel, la même intelligence des situations, les mêmes ressources intellectuelles, de placement et de déplacement. Et donc vous avez les personnes qui sont perçues comme blanches de façon non équivoque, et qui se perçoivent comme blanches, mais de façon non équivoque. Hein, c'est un peu comme le cisgenre, ça pourrait être le cisrace. Ouais. Hein, c'est-à-dire ceux qui se perçoivent comme blancs, mais qui le sont aussi, hein, parce qu'il y en a. Il semblerait qu'il y en a. Enfin, ils pourraient ne pas l'être, mais il se trouve qu'ils le sont. Hein, après tout, ça ne dépend que d'eux et d'un peu plus qu'eux, mais après tout, on peut décider de ne pas être cisrace. Hein, on peut décider que non, je ne suis pas blanc, ou cis-blanc, on pourrait dire ça. Cisrace, c'est un peu plus compliqué, mais on pourrait dire qu'il y a des cis-blancs. Il y a des gens qui non seulement se perçoivent comme blancs, mais sont perçus comme blancs et assument le fait qu'ils sont blancs, donc avec y compris les privilèges, etc. C'est exactement le cas de cette personne. Ouais, et ça c'est intéressant parce que là, ce qu'on comprend bien, c'est que cette personne, elle a d'emblée, alors du coup, essayons de décliner les logiques de privilèges qui sont attachées à la personne. C'est c'est ça. Alors, la multipositionnalité, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle s'y trouve bien. Oui. Il n'y a pas de mise en cause. C'est ça, parce que même s'il pourrait y en avoir un, et là je repense à une situation que j'ai vécue en Nouvelle-Calédonie justement, ça veut dire que des fois il peut y avoir quelqu'un qui résiste à votre multipositionnalité, qui vous dise mais enfin, vous avez l'air d'oublier quand même qu'il y a une histoire coloniale, que moi j'ai la peau noire, que je suis racisée constamment, que le système m'opprime, etc. Et qui, même dans ces situations-là, s'en tirent à bon compte. C'est-à-dire qu'elles peuvent, effectivement, endosser, y compris... alors, d'ailleurs, pas forcément sur le mode de la compassion. Ah, mes pauvres, c'est vrai, vous êtes racisés, je suis de tout cœur avec vous, je suis solidaire. Pourquoi pas, d'ailleurs, même sans trop de conscience politique, je peux devenir une alliée, hein, ou un allié, c'est ça qui est intéressant. Comment ça peut s'organiser. Donc... il y a une façon de s'en sortir, y compris dans ces circonstances-là, qui ne met pas vraiment en péril la position de la personne et qui ne met absolument pas en cause sa propre position et qui ne l'amène absolument pas à se situer, à faire un travail pour se situer. Et donc là, alors à partir de ça, c'est le cas cis blanc, donc on pourrait dire. Puis ensuite, vous avez toutes les variations sur le thème de la couleur, de l'assignation, donc toute une série combinatoire qu'on pourrait examiner et qui arrive à la personne qui est complètement racisée, qui se perçoit comme telle, qui est perçue comme telle et qui n'a aucune forme d'échappatoire parce que c'est objectivé, il n'y a qu'à la voir pour comprendre. C'est le point focal de l'interaction.
Et donc là, dans ce cas de figure-là, effectivement, est-ce qu'il y a une multipositionnalité envisageable? Est-ce que finalement la position n'est pas tellement assignée, réassignée que la désassignation est rendue extrêmement complexe? Et de fait, la désassignation va passer par un processus de prise de conscience à la fois psychique, social, anthropologique, politique, tel que ça demande quand même pas mal de travail, quoi. Où là, d'un côté, on a une forme d'innocuité et de facilité, hein, d'une certaine manière. Finalement, les choses, elles se présentent assez favorablement tout le temps, ou presque tout le temps. Et de l'autre, il y a des logiques de mise à l'épreuve perpétuelle. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on veut réussir à avancer un argument, etc., il y a un travail à faire préalable. Il y a une mise au travail, pas seulement de soi, mais aussi de son comportement, son attitude, comment je vais m'y prendre. Vous savez, ces gens qui anticipent énormément, passent leur temps à se faire des films avant de passer à l'acte, parce qu'en fait, il faut qu'ils réfléchissent beaucoup, parce que voilà, il y a des enjeux. Alors que pour d'autres, il n'y a pas d'enjeu dans la situation. La situation se résoudra toujours en faveur de certaines personnes, même si, effectivement, elles développent une forme de conscience... ou pas d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant de parvenir à montrer qu'il y a une extrême complexité et variabilité des modes, en fait. Et même au niveau effectivement de la grammaire, disons, gestuelle et posturale, il y a de vrais contrastes, quoi. Voilà, cette personne-là dispose quand même d'un droit à la spontanéité, à l'erreur, à la réflexion, disons, in progress, quoi, alors que y a d'autres gens qui au contraire blindent effectivement leur posture, leur façon de s'adresser aux autres, parce qu'elles savent que les modalités d'énonciation, elles seront nécessairement plus compliquées. Elles vont être conditionnelles. Ouais, c'est ça. Bah oui, il y a une logique de la conditionnalité, en fait, qui est complètement arrimée à des questions raciales et sexuelles. Bien sûr. Alors sans parler des dimensions sociales, hein, qui vont faire que, effectivement, on peut vous attribuer une inaptitude à parler de façon élaborée, etc. Enfin bon, les trucs, les poncifs classiques sur les classes sociales dominées, et donc sous-éduquées. Mais ça ajoute à ça, effectivement, des aspects sexués et raciaux qui sont extrêmement opératoires. Et effectivement, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler... l'idée, c'est de parvenir à mettre en évidence ce régime de conditionnalité tel qu'il s'exerce, avec ceux auxquels on donne le bon Dieu sans confession, et je le dis de façon indigène, justement, là, ça sonne encore plus dissonant, mais ceux qui ont un crédit illimité, on va dire comme ça, effectivement, il n'y a pas de condition, et puis celles et ceux qui sont constamment sous tutelle et sous condition de présentation, des bonnes assurances, de la correction verbale, et donc on peut se retrouver effectivement face à des personnes qui ont une sorte de rigidité comportementale qui est une forme de protection, en fait, et dont on va s'étonner. Ah mais pourquoi il est tout le temps sur les qui-vive et tout, il a toujours l'air d'être un peu à cran. Bah oui, non mais... Il y a autre chose aussi qui me frappe, c'est à chaque fois donc, que ce langage de leur race est dit, donc ce qui ne peut pas être dit est dit, j'ai l'impression qu'il y a une violence qui se manifeste qui est incroyable. Oui, unleashed, comme disent les Anglais, qui est lâché. Ouais, on a enlevé la laisse. C'est hallucinant. Je pense que ça fait partie de tout ce processus d'invisibilisation, et dès que c'est dit, on a en retour des réactions qui sont d'une violence inouïe, je trouve. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'on reproche, justement, on dit souvent que les points de vue situés sont des points de vue affectifs. Par contre, ça, c'est jamais lié à un affect particulier. C'est jamais problématisé comme une réponse affective, en fait. Alors qu'on a justement toujours, je trouve, ces réactions qui sont très, très affectives et très violentes. Et presque aussi, autre chose qui me frappe, c'est vraiment cette idée, j'ai l'impression, dans le discours qui vise justement à vouloir absolument minimiser la critique antiraciste et postcoloniale, cette idée, une inversion complète en fait d'un discours majoritaire et d'un discours minoritaire, où on a l'impression qu'en fait c'est ce discours-là qui est majoritaire et contre lequel il faut se battre parce que ça devient une vraie menace. Et enfin moi à chaque fois quand je dis, on voit souvent des tribunes universitaires qui disent qu'il faut se battre avec les études françaises contre les études postcoloniales en France qui sont en train d'arriver, etc.
Oui, oui, et je suis toujours frappée par cette impression qu'il y a vraiment une inversion folle je me dis, mais dans quel monde ils vivent? Ils pensent vraiment que c'est la pensée majoritaire, alors que c'est rien, j'aimerais bien que ce soit plus, mais c'est pas le cas, oui. Voilà, et du coup, je voulais du coup poser une question, mais qu'on a déjà dû poser 1 milliard de fois. Est-ce que vous pensez que moi je dirais peut-être depuis, alors je peut-être rapprocherai ça aux lois qui ont été votées sur le port du voile, qu'il y a peut-être justement un changement des lignes de fracture, une émergence un peu de ce discours qui commence un peu à prendre, et notamment dans les discours militants, mais aussi universitaires. Mmh. Alors, sur la violence de l'affect, c'est très intéressant effectivement de montrer que ce ne sont pas deux affects qui s'affrontent. En fait, il y a une espèce d'asymétrie dans plus le discours de la race est politiquement énoncé, c'est-à-dire sans ressentiment du genre « Ah ouais, mais vous êtes tous des afro-racistes, il faut lutter contre vous hein ». C'est pas du tout ça, c'est la suprématie blanche, je vous explique. Le racisme d'État, il y a pas, voilà, il y a des explications, il y a des analyses, il y a des arguments, il y a des bibliothèques entières qui parlent de ça, tout va bien. C'est ça, en fait, qui met dans un état de panique. C'est qu'il n'y a plus d'espace de retrait. Il n'y a plus d'espace à partir duquel il soit possible de contester ce genre d'argumentation. Plus elles sont cortiquées, articulées et posées, et plus elles suscitent une violence de l'affect, qui d'ailleurs se présente sous la forme de la rationalité. Non, mais nous savons bien que ça n'existe pas, voyons. Hein. Non, mais ça, c'est effectivement l'entre-soi dans un espace qui se constitue comme un espace de résistance. En fait. Nous devons résister à la poussée de ce type de pensée. Et où là, ça devient effectivement intéressant, c'est comme vous dites, qu'on présente ça comme une pensée majoritaire. Alors, comme le politiquement correct, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, c'est aussi une manière de disqualifier cette pensée, de dire qu'elle participe du politiquement correct alors qu'elle est éminemment incorrecte, elle est impolie, elle est effectivement politiquement violente, donc elle n'a aucune forme de correction, mais en fait, alors c'est l'autre disqualification qui consiste à renvoyer au débat états-unien, etc. Et en fait, moi je pense que ça participe un peu de quelque chose que je vais présenter de manière anecdotique, mais qui ne me semble pas l'être, c'est le village gaulois. C'est-à-dire c'est les irréductibles qui résistent. C'est la montée en puissance d'une rhétorique de la menace identitaire et de la disparition ethnique, hein, qui, par exemple, renvoie à la théorie du grand remplacement ou des choses comme ça. Je pense que c'est aussi intéressant, d'un point de vue anthropologique, de ne pas sous-estimer ça. C'est-à-dire de ne pas juste dire, mais évidemment que vous n'êtes pas menacé, que vous n'allez pas disparaître, tout va bien, quoi. Non. Je pense que si ça s'alimente, si ça s'auto-alimente avec autant d'intensité et de ferveur, c'est qu'il faut peut-être aller y voir de plus près sur quelles sont les expressions de cette suprématie blanche aujourd'hui qui ne parvient plus à se vivre comme une suprématie, qui est en quelque sorte destituée, qui se vit comme destituée, et qui en vient à se présenter comme destituée, c'est-à-dire qui endosse le discours de la destitution. Nous ne sommes plus chez nous. Hein, qu'est-ce qui amène anthropologiquement, hein, quels sont les mécanismes sociopolitiques et peut-être d'autres dimensions, hein, je ne pense pas que ça se limite à ça, qui permettent de comprendre qu'on en vienne là, en fait. Et donc ça me semble être quelque chose qu'on ne prend pas suffisamment au sérieux, et qui, du coup, ne permet pas de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un double mouvement, un mouvement, en fait, d'incertitude et d'anxiété qui monte, une anxiété identitaire qui fait qu'il y a une sorte d'autodestitution, de gens qui sont pleinement au pouvoir, enfin, c'est à se demander où est-ce qu'ils, voilà, où vont-ils chercher les éléments de cette fiction selon laquelle ils auraient été dépossédés de tout ce qui leur appartenait jusqu'à présent. Bon, il y a certes, voilà, c'est la fin du prestige impérial, soit, mais enfin, c'est pas la fin du monde non plus. Hein, donc, pourquoi est-ce qu'il y a une rhétorique de la fin du monde qui s'impose ? Et donc, montrer en quoi est-ce que ce mouvement est un mouvement, des logiques qui se croisent comme ça. L'autre mouvement, c'est la prise d'assurance, en fait. C'est le caractère de plus en plus articulé et extrêmement déterminé dont la critique du pouvoir colonial et de la racialisation s'énonce.
on n'est plus dans l'hystérisation, on n'est plus... Et alors d'ailleurs, quand ça se passe comme ça, en général, il y a une forme de décrédibilisation immédiate du discours. Hein. Je peux même faire des références à des expériences que je fais, hein, où vous êtes taxé d'être hystérique ou paranoïaque, hein, parce que vous dites ça. Alors c'est vrai que le ton est très important. Dès que vous haussez le ton... Alors il y a des fois où vous ne pouvez pas faire autrement que de hausser le ton, parce que vous avez en face de vous des gens qui sont tellement de mauvaise foi que c'est difficile de garder son calme. Mais là où ça devient très intéressant, c'est parmi les jeunes générations qui sont mobilisées sur les questions raciales et qui ne perdent pas leur calme. Et qui adoptent une position sarcastique et ironique, qui décontenancent et qui désarçonnent leurs adversaires. Et ça, je pense que ça alimente justement la logique du sentiment de dépossession. Elles sont même dépossédées de leur capacité à raisonner rationnellement. Elles ont en face d'elles des personnes qui sont rationnelles. Ce qui était quand même le summum de... la France est la fille aînée de l'Église et de la raison. Alors si, d'un seul coup, il y a une double destitution qui s'impose, hein, c'est-à-dire que nous sommes envahis par les musulmans, donc fille aînée de l'Église, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, mais en plus de ça, la rationalité et le cartésianisme qui préside au mode, pas seulement de pensée, hein, mais à l'ensemble de l'idiosyncrasie française, hein, c'est une espèce de logique intrinsèque, c'est ce qui fonde... c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le logiciel, vous savez, ou l'ADN. Vous dites c'est dans l'ADN des Français, je ne comprends rien du tout à ces expressions, mais donc il y a une espèce de généalogie française qui est fondée sur la rationalité et sur le cartésianisme, et dont certains se sentent dépossédés, et ils en sont réduits à avoir des réactions viscérales et épidermiques. C'est-à-dire qu'il y a un retournement en fait du casting, quoi. D'habitude, c'est les Arabes et les Noirs et les basanés et les musulmans qui sont irrationnels. Ils sont infantiles, ils sont sauvages, ils ne sont pas civilisés, ils ne savent pas articuler ce qu'ils pensent rien d'ailleurs. Mais voilà qu'ils commencent à développer des arguments qui sont imparables, et donc il faut les renvoyer à l'inanité de ce qu'ils disent, mais ça marche de moins en moins. Parce qu'il y a une montée en puissance de la prise de conscience, parce qu'effectivement la pensée... de la colonialité, les théories postcoloniales ont produit leurs œuvres, parce que la rencontre entre différents axes et différents domaines d'analyse s'est faite. Donc la pensée féministe, la pensée critique, la pensée décoloniale, tout ça en fait a opéré la jonction, et ça a opéré dans une jonction dans l'environnement le plus improbable. C'est-à-dire la société française qui, de toute façon, avait déjà atteint le stade ultime de ce qu'on peut penser... y compris d'ailleurs en se prévalant du rayonnement de la pensée française. Hein. C'est-à-dire, après tout, la French Theory, il y en a plein qui peuvent s'en prévaloir, même s'ils n'ont jamais lu le début du quart d'un livre de ce qui est dans la bibliothèque de la French Theory, n'empêche que ça fait partie du prestige. Donc, y compris en se prévalant d'éléments qui, sans doute, s'ils en venaient à les connaître un peu plus précisément, les mettraient dans un état, alors là, de transe complète. Hein, et voilà, quoi. C'est intéressant de voir voilà, de quoi, aujourd'hui, on pourrait dire la mythologie du village gaulois serait faite, quoi. Et il me semble qu'elle est faite, justement, de ce désarroi face au fait que les minorisés, les populations racisées, sont capables d'objectiver la situation dans laquelle elles sont, et sont capables de produire une analyse de cette situation, de proposer des réponses collectives, y compris des réponses radicales, de penser effectivement collectivement. Hein. Donc ce ne sont plus des individualités, des pauvres victimes du racisme qu'on peut aller consoler, qui pendant très longtemps étaient juste des sujets de conversation dans les dîners en ville, et qui aujourd'hui disent non, je ne suis plus un sujet de conversation, je vais parler en mon nom propre. Et non seulement je parle en mon nom propre, mais je prétends parler au nom d'une multitude qui ne se réduit pas à votre compassion ou à votre éventuelle bonne volonté morale. Donc ça, je pense que ça change radicalement la perspective. Et là-dessus, on a des exemples comme les exemples à la fois des émancipations, des luttes décolonisées, qui évidemment ont produit un discours extrêmement violent pour le colonisateur, ou les féministes qui n'y sont pas allées avec le dos de la cuillère, hein, qui franchement ont affronté
pas seulement le répertoire, mais le vocabulaire, la langue, etc. Donc on pourrait là aussi reprendre à bon escient l'ensemble de ces contributions et les descendants d'esclaves, les Afro-Américains, les Indiens en Amérique du Sud. Enfin, tous ces espaces-là aujourd'hui fournissent des lignes argumentaires, mais qui ne sont pas simplement là pour faire le buzz. J'insiste là-dessus, parce que le problème de tout ça, c'est qu'ensuite c'est pris de façon virale dans des espèces d'affrontements idéologiques sur le net, etc. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus stable qui persiste de tout ça, indépendamment du fait qu'il va y avoir telle formule qui va être retweetée ou telle page Facebook qui va faire je ne sais pas quoi. Enfin, bon. Ça, c'est un élément qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. Il y a des éléments qui se sont stabilisés de façon durable. Et ça, je le vois très bien en 15 ou 20 ans d'enseignement à l'université. Je pouvais avoir les mêmes étudiants il y a 15 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, ils y vont beaucoup plus franchement dans leurs attentes, dans leur mobilisation des concepts, dans des exigences par rapport à ça, qui étaient beaucoup plus timorées ou difficiles à formuler il y a encore une quinzaine d'années. Voire même qui n'étaient pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire, je me souviens de séances d'enseignement où j'introduisais les notions d'ethnicité, par exemple, et où il y avait des étudiants qui étaient arabes et noirs, mais qui me regardaient non seulement avec un peu d'effarement, en se disant « mais de quoi elle parle ? Elle parle de moi ?» Enfin, visiblement, je ne sais pas si ils allaient jusqu'à penser ça, mais qui n'étaient pas en demande. Et qui préféraient faire leur mémoire sur des choses bien carrées. Il ne fallait pas faire le mémoire avec la dame qui parle de l'ethnicité. C'était pas une bonne idée, ça. Et ça dit quelque chose, effectivement, d'une transformation des attentes. Et d'un horizon, alors donc du coup, d'un horizon des attentes qui devient beaucoup plus tangible. Et du coup, est-ce que vous avez une visibilité sur ces trajectoires-là ? Parce que moi, en l'occurrence, je travaille beaucoup sur des doctorants qui ne sont pas nécessairement à la fin de leur thèse et qui a fortiori, ceux qui se positionnent de cette façon-là ne se projettent pas dans le monde universitaire. Parce qu'ils pensent que, parce que déjà, ils ont peu de support de projection, concrètement, et qui, du coup, envisagent des carrières plutôt militantes, action sociale, etc., et ce que ça peut supposer de précaire et de moins valorisé. Mais voilà, moi, je me demandais si vous aviez une visibilité, même petite, sur certaines personnes qui ont réussi à filtrer, en fait, le polissage institutionnel du monde académique. Oui, j'ai des jeunes collègues qui sont passés au travers. Et alors là, pour le coup, ça demande de l'ingéniosité et un savoir-faire, mais impressionnant. Impressionnant. Je suis quelques jeunes collègues qui ont donc 20 ans de moins que moi, ou plus, 25 ans. Alors sans parler des thésards qui sont en cours de thèse. C'est-à-dire la capacité d'entre-gens qu'il faut mobiliser. Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est des... je veux dire, ça forme des personnes aussi qui sont extrêmement intéressantes, qui constituent une vraie richesse pour l'environnement dans lequel elles évoluent, et qui peuvent avoir une capacité à infléchir les choses. Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est effectivement de faire reculer la routine raciste et sexiste et considérer que, voilà, à un moment donné, il ne faudra plus que ce soit quelque chose qui soit aussi déterminant dans pas seulement les pratiques de recherche, mais aussi les pratiques de façonnage de l'institution. Et là-dessus, il y a c'est intéressant de voir quelles sont celles qui véritablement, s'emparent prennent à bras-le-corps cette question-là et se disent il va falloir que j'en fasse ma version viable. C'est-à-dire parce que l'idée c'est de ne pas sombrer corps et biens dans cette entreprise, c'est de ne pas tout y perdre. Et puis celles qui n'y vont même pas parce qu'elles se disent non mais là il n'y a rien à attendre, quoi. Ouais. C'est pour ça que je vous disais c'est intéressant de voir par exemple les inflexions de carrière.
lorsqu'on passe de façon très routinière, hein, passer de maître de conf à professeur, c'est avoir une inflexion du point de vue de ces objets. Il y a un saut qualitatif à opérer en termes de contribution théorique, etc. Et là, c'est un passage très intéressant à observer. Dire, est-ce qu'on se donne le droit de faire ce qu'on ne s'est pas autorisé à faire jusqu'avant, ou est-ce qu'on continue en fait sur une lancée qui est celle de ah ben là je suis dans une zone de confort, mes objets sont bien identifiés, je suis reconnu par rapport à mes publications et par rapport à ma contribution, ce que j'enseigne, les étudiants que je dirige. Donc en fait, il faut que je mise a fortiori là-dessus, parce que c'est ce qui va me permettre, d'une certaine manière, de consolider ma position et de véritablement me trouver d'égal à égal avec des collègues justement, avec lesquels, du coup, je vais avoir un rapport de force favorable. Sachant que, effectivement, le risque qu'on prend lorsqu'on décide d'infléchir ces objets, de leur donner une coloration et une tonalité beaucoup plus située, avec des logiques de positionnalité, de questionnement, de déconstruction des concepts, etc. Déconstruction au sens épistémologie située, non pas simplement au sens théorique classique. Là, c'est quelque chose qui, effectivement, engage un pari beaucoup plus redoutable. Hein. C'est pas... Et on sait quel risque on prend à faire ça. Et donc ensuite, ça se retrouve à tous les niveaux. Voilà, le moment de la présentation du travail donc qui en découle, la qualification, les auditions, la nomination, voilà. Hein, et ça, c'est des tests à chaque fois. Hein. Ce sont des véritables épreuves qui objectivent les positions et qui révèlent l'ensemble des mécanismes à l'œuvre et des enjeux voilà, que chacun doit avoir à assumer. Hein. C'est pas... Donc ça, c'est effectivement... là, je pense que sur cette partie-là, il nous reste du travail à faire du point de vue de la compréhension de ce qui se joue. Et c'est très compréhensible que ça ne se fasse pas, parce que, y compris pour moi, ça voudrait dire dévoiler des éléments qui sont des éléments très, très... à la fois très personnels, mais aussi très... imbriqué, hein, complètement au cœur des rapports de pouvoir. Donc voilà, on n'y va pas sans risque, là non plus, plus encore. Donc ça veut dire que si on doit opérer des corrections, il faut être capable de le faire en connaissant ces mécanismes-là, en admettant qu'il faut les objectiver là où ils se produisent, et en tirer des conclusions et des conséquences donc sur la manière d'opérer dans l'institution, sans pour autant en appeler à des formes de mobilisation publique. Non, il faut faire un travail dans la dentelle. Il faut savoir agir sans que ça fasse des vagues, sans que tout le monde trinque dans l'affaire. Hein. On n'est pas là pour désigner les coupables. Non, mais il faut corriger. À chaque fois que c'est possible de le faire, il faut le faire. Et ça demande, là aussi, énormément d'ingéniosité, d'habileté et d'audace. De capital émotionnel, effectivement, ne pas se laisser démonter par les situations. Ne pas céder à des intimidations. C'est vraiment quelque chose de... Mais c'est un domaine d'observation extrêmement intéressant. Parce que beaucoup de choses qui se sont affadies ou euphémisées, dans ce domaine-là, ça reste massif et compact. Même si ça n'en a pas l'air. Hein. Mais c'est souvent l'histoire de l'éléphant au milieu de la pièce. Hein. Tout le monde on peut juste rien faire pour ne pas le voir, mais il y en a quand même qui réussissent à ne pas le voir. Donc c'est très intéressant de voir ça de très près, et j'imagine que finalement c'est quelque chose qui monte en pertinence à mesure que l'on s'approche des sphères de pouvoir. C'est-à-dire, plus il y a des enjeux de pouvoir qui sont à la clé, et plus il va falloir réussir à objectiver sans justement susciter les réactions que vous décriviez, c'est-à-dire des logiques de panique morale, de sentiment d'être assiégé, d'être annihilé dans son intégrité, d'être menacé, y compris dans sa personne, en tout cas dans son statut. Il faut réussir à
faire avancer certains éléments, à les rendre incontournables, sans que ça suscite des formes de réaction affective telles que ça ruine les efforts. Alors, on aurait sans doute beaucoup à apprendre. D'ailleurs, moi, j'en discute de temps en temps avec des collègues qui sont plutôt dans le monde anglophone. Elles expliquent comment il faut procéder, qu'est-ce que ça veut dire. Comment est-ce qu'il faut parvenir à accueillir des demandes sans les expliciter, c'est-à-dire sans les rendre trop visibles, parce que si elles sont rendues trop visibles, elles vont en fait tomber sous le coup d'un jugement négatif ou d'une disqualification. Donc il faut être toujours dans une forme d'équilibre subtil entre comment accueillir justement cette attente sans lui donner trop de relief, parce que à force de trop l'exposer, ça peut effectivement affaiblir le travail d'approfondissement, de comment s'équiper, comment se doter, comment parvenir à être en position d'agir. Donc il ne faut pas trop exposer ce type de démarche, parce que sinon on affaiblit les personnes qui sont les plus vulnérables, qui sont les plus faibles dans le dispositif. Donc même si l'enseignant ne prend pas ça de plein fouet, ça peut se retrouver finalement dans la façon dont on va évaluer les travaux, dont on va évaluer les mémoires, dont on va évaluer le projet de recherche, de thèse. Donc c'est tout un travail en subtilité qu'il faut parvenir à mettre en œuvre sans pour autant conduire les personnes à renoncer à ce qu'elles ont envie de faire. Tu vois, un étudiant qui a envie de travailler sur ces questions-là, c'est parfaitement légitime, mais il faut savoir l'accompagner de telle manière à ce que ça ne se retourne pas en boomerang contre lui ou contre elle. Or, les backlash, on les voit venir, quoi. Alors, j'ai appris, hein. Au début, je ne les ai pas vus venir, je les ai pris. Et puis, avec toutes celles et ceux avec lesquels on essaie de faire avancer ça, on apprend à les décrypter, à les anticiper. Donc, il y a encore un peu de travail à faire, là, mais je trouve que les signes qu'on observe du côté de la militance, hein, c'est pour ça que moi je suis dans une position un peu hybride. Pas hybride, quand je suis dans la multipositionnalité, je suis à peu près. J'essaie de me déplacer et de circuler. Ce que j'observe dans le milieu militant est autrement plus offensif, énergique, articulé. Riche que ce qui se joue dans le milieu universitaire. Et une sacrée résistance énorme vis-à-vis de... Parce que c'est précisément puissant. C'est parce que c'est puissant qu'il y a beaucoup de résistance. Parce que si on pouvait, comme ça s'est fait pendant longtemps, soit annexer, coloniser, recoloniser les personnes. Bon, là on a tous les exemples en tête, des supplétifs divers et variés. C'est pas un problème, au fond, puisqu'elles ne disent, ces personnes-là ne disent que des choses qui sont d'une totale innocuité, pour ne pas dire parfois d'une totale indigence, l'un est dans l'autre. Mais si vous ne pouvez pas annexer, si vous ne pouvez pas coloniser les personnes, si vous ne pouvez pas les domestiquer pour répondre à vos visées politiques, ça veut dire qu'elles ont acquis une forme d'émancipation intellectuelle et politique, et qu'elles en sont tellement loin et elles sont tellement avancées dans ce processus-là que vous ne pouvez pas les rattraper. Vous ne pouvez pas les reprendre en main. Et ça, c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans certains espaces militants. C'est qu'il y a une totale... il y a un affranchissement par rapport à des conditions, par exemple, de dénonciation. Le fait de dire qu'on est noir, qu'on est arabe, qu'on est musulman, qu'on est descendant d'esclaves, qu'on est racisé. L'émergence de ce mot racisé, c'est une émergence qui a provoqué énormément de réactions d'inconfort. Mais là, je vous renvoie simplement à l'entrée de l'université. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un graffiti au sol en rouge où il y a marqué
Alors le début c'était racialiser égale racisme, point d'interrogation. Donc je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais enfin il y a un débat interne à l'université dans le cadre de la mobilisation qui parle de ça. Et il y a même eu des gribouillis sur racialiser, parce que visiblement le terme même pose problème. Donc il a été raccourci, je ne sais pas quoi, enfin bref, une volonté en fait de transformer le terme lui-même. Donc lorsqu'on en est, alors moi je trouve que le mode d'exposition là, à l'entrée de la fac, c'est quand même assez, on ne peut pas faire plus explicite, et le fait de contester le terme lui-même, hein. C'est-à-dire que, y compris, visiblement, il y a un débat où il y a une controverse sur, il y a un conflit d'interprétation sur comment il faut dire les choses. Donc ça se passe en ce moment, quoi. Hein. Dans le même sens, à Paris 7, il y a un grand panneau, enfin, je ne sais pas s'il y a encore, mais, parce que je ne suis pas là, mais il y a un grand panneau sur les discriminations raciales, en fait. Un panneau en liège, avec des feuilles et les gens peuvent marquer. Et en fait, si vous observez le panneau, ce que j'ai fait, pour moitié, c'est des gens qui effectivement racontent vraiment des éclats d'expériences personnelles, en classe, etc. Puis l'autre moitié, c'est des gens qui contestent en fait ce que les gens racontent et les termes mêmes qui sont employés, et notamment effectivement le terme de racisé, quelqu'un qui a marqué qui met racisme. Enfin, voilà, c'est complètement le même débat inscrit dans les murs. Ah oui, donc on est beaucoup dans des logiques. Ça, c'est quelque chose qui est dommageable, hein, parce que ce sont des logiques binaires qui sont en train de se mettre en place, avec des clivages très tranchés, alors que tout se passe dans des zones grises. Clairement, enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire émerger ce genre d'expérience pour leur donner une matérialité. C'est dans les espaces interstitiels que ça se passe. Il y a certes du racisme d'État, mais le racisme d'État, effectivement, n'est pas inscrit dans la Constitution et n'est pas énoncé comme un principe de gouvernement. Bah, si c'était ça, ça se saurait. Voilà, c'est bien plus subtil que ça, et c'est d'autant plus subtil que c'est impensé. Et parce que c'est impensé, c'est d'autant plus redoutable à contester et à confronter. Donc il y a toujours des bonnes intentions comme ça qui sont d'une certaine manière rattrapées ensuite par celles et ceux qui entendent dire comment est-ce qu'on peut parler de racisme, mais pas plus. Et encore. Parce que souvent c'est « mais non, mais c'est pas du racisme ça, c'est parce que t'es un peu parano, chat échaudé craint l'eau froide, hein, ça t'est souvent arrivé, donc du coup là... Mais c'est pas tout le temps le cas quand même. » Donc effectivement, la pensée ordinaire, les échanges ordinaires prétendent réduire l'espace de cette expérience et du coup en réduire aussi l'expression. Bon, ça va ? Oui, parce que peut-être c'est l'heure, c'est ça ? Ouais, parce que je devais aller à un autre endroit un peu dans pas longtemps. Ah bah oui, il est 18h17. Donc merci beaucoup Nassira Guénitsouliamas pour je t'en prie. cette intervention et ce débat passionnant aussi. Hein. Merci de l'invitation. Ok, merci à toutes d'être venues. Voilà, et j'espère que cette discussion continuera. Ouais, tout à fait, oui. C'est important que